Bonjour, je m'appelle Marie-Claude et je suis une sage-femme de la maternité d'Orsay. Je vais essayer avec quelques vidéos de vous aider à être plus sereine pour votre accouchement, étant donné que nous ne pouvons plus faire les cours de préparation à l'accouchement traditionnels. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous expliquer quand est-ce qu'il faut venir à la maternité, quand est-ce que vous devez venir consulter. Un des motifs de consultation à la maternité est la perte des os. Donc la rupture de la poche des os peut être évidente car vous allez rompre avec une grosse quantité de liquide qui va couler à n'importe quel moment de la journée et où que vous soyez, dans votre lit, en train de faire vos courses ou dans votre voiture. Et dans ces cas-là, c'est quelque chose que vous ne contrôlerez pas. Vous pouvez essayer d'arrêter l'écoulement, mais ce ne sera pas du tout possible. La quantité peut être assez importante parce qu'en fin de grossesse, vous pouvez encore avoir à peu près au moins demi-litre d'eau, voire plus, qui peut s'écouler en une fois. La sensation que vous allez avoir est particulière, on sent comme un craquement et dans la seconde qui suit, eh bien, vous serez toute mouillée. Donc ça, c'est un motif évident de venir consulter à la maternité. En règle générale, le liquide amniotique est clair comme de l'eau et n'a pas d'odeur, contrairement à éventuellement si vous pouvez perdre un petit peu en fin de grossesse, un petit peu d'urine. Ça peut vous aider à faire la différence. Dans ce cas-là, vous avez donc 1 à 2 heures pour venir à la maternité. Bien sûr, vous venez tranquillement, vous avez le temps de prendre une douche, de préparer vos affaires, d'appeler votre conjoint, de l'attendre et de venir tranquillement à la maternité. Dans certains cas, au lieu d'être clair, le liquide amniotique peut être teinté, c'est-à-dire qu'il peut être un petit peu jaune ou verdâtre. Dans certaines situations, le bébé peut avoir émis ses premières selles dans le liquide amniotique et ces premières selles sont vert cacadois, enfin presque noir, et ça s'appelle le méconium. Dans certaines situations, il peut émettre ses premières selles et donc colorer le liquide amniotique. Si le liquide amniotique est teinté, je vous dirais que vous ne venez pas en pyjama tout de suite à la maternité, mais vous allez un peu plus vite, c'est-à-dire que vous allez vous préparer, vous doucher et vous venez, si possible, dans la demi-heure qui suit la rupture de la poche des os. Pourquoi ? Eh bien, en général, on aime bien que vous veniez rapidement à la maternité parce que quand le bébé émet ses premières selles dans le liquide amniotique, ça peut être un signe de souffrance. Et on aime bien que vous arriviez à la maternité pour vérifier que le bébé va bien. Donc ça, en règle générale, quand c'est en grande quantité, vous ne passez pas à côté. Ce qui peut aussi se passer, c'est qu'il y ait juste une fissure, donc un tout petit trou au niveau de la poche des os, et que donc le liquide amniotique ne s'écoule que par intermittence, en petite quantité. Donc par exemple, vous allez prendre votre douche, vous sortez de la douche, vous êtes bien essuyé, et malgré ça, vous remarquez qu'il y a un petit écoulement qui persiste, donc ça peut être une fissure. Pareil, vous allez aux toilettes pour faire pipi et puis vous avez l'impression que ça continue à couler, donc ça peut être une fissure de la poche des os et ça va couler de façon intermittente à chaque fois que vous allez bouger, à chaque fois que le bébé va bouger ou si jamais vous avez une petite contraction. Le risque pour le bébé est le même, donc que ce soit une fissure ou une rupture de la poche des os, il faut absolument que vous veniez aussi à la maternité parce que le bébé ne va plus être protégé des infections. Comme vous le savez, le vagin n'est pas stérile, il y a énormément de germes dans le vagin et si la poche des os n'est plus là pour protéger le bébé, il y a donc un risque d'infection pour lui et c'est pour ça qu'on vous demande de venir à la maternité dans l'heure ou les 2 heures qui suivent. Donc une fois arrivé à la maternité, en règle générale quand la rupture est franche, on ne va pas avoir besoin de faire d'examen particulier parce que quand vous allez vous déshabiller, en règle générale, ça continue à couler. Et dans ces cas-là, eh bien, on va poser une perfusion, enfin un petit cathéter qu'on pose souvent sur votre main, faire un bilan préopératoire qui est obligatoire. Et puis, si vous n'avez pas de contraction,
on va vous hospitaliser et puis on va vous garder dans une chambre en attendant que les contractions arrivent. En règle générale, si le monitoring est normal, que le bébé va bien, que vous n'avez pas de fièvre et que le liquide est clair, on peut se permettre d'attendre 12 à 24 heures avant de déclencher l'accouchement. En règle générale, dans ces 12 à 24 heures, les contractions vont arriver toutes seules pour la plupart des mamans. Si les contractions n'arrivent pas toutes seules dans les 12 à 24 heures, eh bien, on déclenchera l'accouchement et je vous expliquerai tout à l'heure comment on déclenche quand je vous aurai donné tous les motifs de consultation. Si le liquide est teinté, que ce soit une fissure ou une rupture franche, on n'attendra pas 12 à 24 heures pour vous déclencher. En règle générale, on vous déclenche assez rapidement puisqu'on craint quand même une souffrance fœtale et que même si le monitoring est parfait, on ne prendra pas de risque et on vous déclenchera assez rapidement. Alors bien sûr, si vous arrivez à 3 heures du matin, peut-être qu'on ne vous déclenchera pas à 3 heures du matin, mais en général, vers 7-8 heures, on déclenchera l'accouchement. Donc parfois, bien, vous n'êtes pas sûr et vous venez pour une suspicion et que nous, on ne le constate pas comme ça directement, eh bien, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il faut venir dès que vous avez quelque chose qui vous inquiète. On a des petits tests qui nous permettent de savoir si c'est réellement du liquide amniotique, même en très faible quantité. Quand vous arrivez, on a des petits tests qui ressemblent à des cotons-tiges, qui changent de couleur, qui sont orange au départ et qui deviennent noirs en présence de liquide amniotique. Et donc, il ne faut absolument pas que vous hésitiez à venir à la maternité en cas de doute. On préfère que vous veniez, entre guillemets, pour rien, mais on ne vient jamais pour rien, plutôt que vous attendiez à la maison et qu'au bout de 3 jours, vous veniez à la maternité en disant « je pense perdre du liquide depuis 3 jours ». Bon, ça peut être plus grave pour votre bébé, donc il vaut mieux venir si vous avez un quelconque doute. Alors, pour ce qui concerne la façon de vous déclencher, eh bien, en fonction de votre col, de sa longueur et de son ouverture, et aussi de la position de votre bébé, eh bien, en vous examinant, on évalue un petit score, et en fonction de ce score, nous avons 2 moyens pour déclencher l'accouchement. Si le col est déjà bien ouvert, que le bébé est déjà bien bas, on peut déclencher par une perfusion et dans ces cas-là, on déclenche par une perfusion d'ocytocine. Ce que nous utilisons, c'est une hormone de synthèse et l'ocytocine, vous en fabriquez avec votre cerveau. Et donc, on met cette ocytocine en perfusion et on commence avec un débit de 12 ml/h et puis on va augmenter de 12 en 12 jusqu'à obtenir des contractions suffisamment régulières et suffisamment intenses pour faire descendre votre bébé et modifier votre col. Si le col n'est pas suffisamment mature, n'est pas suffisamment mûr pour être déclenché directement par perfusion, on utilise un petit tampon, un tampon de prostaglandine. C'est comme une petite plaquette grosse comme ça et longue comme ça, qui est enveloppée dans une compresse avec au bout une ficelle, c'est pour ça qu'on appelle ça un tampon, qu'on placera dans le cul-de-sac postérieur du vagin, donc au fond du vagin, et qu'on pourra laisser en place 24 heures. Quand on déclenche par perfusion, en règle générale, l'accouchement arrive dans une douzaine d'heures après la pose de la perfusion, comme dans un travail normal de premier bébé. Quand on pose un tampon, ce tampon prostaglandine, il est plus fait pour maturer votre col, le préparer aux contractions. Et donc, parfois, on peut le laisser en place 24 heures. C'est-à-dire que si on le pose à 8 heures du matin, eh bien, on peut le laisser en place jusqu'à 8 heures le lendemain matin. Donc, sur cette période-là, eh bien, on va d'abord faire un monitoring qui va durer 2 heures pour vérifier que votre bébé va bien. Ensuite, vous retournerez dans votre chambre, vous aurez le droit de manger, de prendre votre douche, de bouger. On fera plusieurs monitorings dans la journée en fonction de ce que vous allez ressentir. Et puis, s'il ne se passe rien, on réévaluera votre col le lendemain matin. Dans beaucoup de situations, le col aura bien mûri et on pourra se permettre de mettre une perfusion d'ocytocine le lendemain matin.
Parfois, le col a un petit peu mûri, mais pas suffisamment pour mettre une perfusion. Et il peut nous arriver d'être obligé de mettre un deuxième tampon de prostaglandine. Tout ça pour vous expliquer que parfois, le déclenchement peut être long. Ça peut prendre donc 24 heures, plus 24 heures, plus après les 10-12 heures de perfusion d'ocytocine. Donc il ne faut pas que vous vous désespériez, qu'il faut garder le moral parce que ça peut être un petit peu long. Parfois, le tampon de prostaglandine, il agit assez vite. Il va faire mûrir votre col, mais en plus, il va vous donner des contractions, ce qui mettra en route le travail. Donc ces deux moyens de déclenchement dont je viens de vous parler seront également utilisés quand on aura besoin, si jamais on a besoin de déclencher l'accouchement avant terme. Donc si jamais vous avez trop de tension en fin de grossesse, si votre bébé est très petit, que vous êtes suivi en monitoring parce que le bébé est petit et en échographie, si jamais le bébé arrêtait de grossir, et bien sûr on serait obligé de déclencher l'accouchement et on utiliserait ces deux moyens-là. De même que si vous avez un diabète gestationnel, pas bien équilibré ou avec des grosses doses d'insuline ou avec un bébé qui est très gros et qu'on est obligé de vous déclencher, on utilisera également ces moyens de déclenchement. Alors je ne vous en ai pas parlé, mais la date qu'on vous a donnée, la date du terme, c'est la date de 41 semaines. Et à partir de ces 41 semaines, vous allez donc être suivi à la maternité tous les 2 jours pour un déclenchement au bout de 6 jours si tout va parfaitement bien. Eh bien, ces deux modes, si vous arrivez à terme, on utilisera également un de ces deux modes de déclenchement. La surveillance du terme dépassé, c'est donc une consultation tous les 2 jours où vous aurez un examen de votre col, une échographie pour vérifier la quantité de liquide amniotique et un monitoring. Si ces examens sont tout à fait normaux, vous serez vu donc tous les 2 jours pour un déclenchement au bout de 6 jours. Vous devez également consulter, quel que soit votre... Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bien sûr, vous devez consulter à n'importe quel moment de la grossesse si vous perdez du liquide amniotique. Si vous perdez du liquide amniotique avant terme, j'ai oublié de vous le dire, vous devez quand même venir à la maternité. On ne déclenchera pas l'accouchement tout de suite. On essaiera au contraire de maintenir la grossesse, de vérifier qu'il n'y a pas d'infection et on vous hospitalisera justement pour essayer que vous accouchiez, de gagner quelques jours ou quelques semaines sur le terme de la grossesse. Un autre motif de consultation, c'est les mouvements de votre bébé. Le bébé doit bouger jusqu'à la fin de la grossesse. Alors bien sûr, il bouge différemment si vous êtes au 6e mois que si vous êtes à terme, parce que le bébé est plus gros, il a moins de place, mais il doit bouger jusqu'à la fin, différemment, mais il vous a souvent donné l'habitude de bouger à certaines heures. Il faut absolument vous faire confiance. Les mamans savent quand leur bébé bouge, et souvent nous le disent quand elles viennent à la consultation, ils bougent plus l'après-midi, ils bougent plus en fin de journée, et ça, vous devez absolument être vigilante et vous faire confiance. Et si votre bébé ne bouge pas comme d'habitude, vous devez consulter. Alors, il y a un petit test avant de consulter. En règle générale, les bébés bougent beaucoup après, bougent plus quand on mange un petit peu de sucre. Donc, si votre bébé ne bouge pas comme d'habitude, vous mangez un bonbon, vous mangez un fruit, un petit dessert, et vous vous laissez 1 heure pour voir si le bébé réagit à cette prise de sucre. Si le bébé ne réagit pas comme d'habitude à l'ingestion de sucre, et bien sûr, vous venez consulter à la maternité et on vous fera, en règle générale, un monitoring pour vérifier que tout va bien, une échographie. En plus de cette échographie et de ce monitoring, très souvent, on fait également une prise de sang. Un autre motif de consultation qui est important, c'est les saignements. Ça, en règle générale, on n'a pas trop besoin de vous le dire parce que c'est des choses qui nous inquiètent très rapidement. Donc, en général, vous consultez. Il faut absolument venir à la maternité si vous saignez. Très souvent, ce n'est pas grave du tout, mais ça nous permet quand même de vérifier avec un examen d'où vient le sang, de vérifier que bébé va bien et de faire une échographie également. Le grand motif de consultation à la maternité, très souvent, c'est les contractions. Donc les contractions, en règle générale, vous ne passez pas à côté.
ça fait quand même mal. Après, vous expliquer et vous dire exactement la douleur que vous allez ressentir, ben, c'est très difficile parce que la plupart des femmes, une fois qu'elles ont accouché, la seule chose qu'elles nous disent, c'est que ça fait mal, mais ne sont pas capables de nous dire exactement ce qu'elles ont ressenti. En général, une fois qu'on a accouché, qu'on a posé le bébé sur nous, eh bien, on ne se rappelle plus trop. C'est quand ça revient, quand on a un deuxième bébé ou un troisième bébé, quand ça revient, là on se dit ah bah oui c'était bien ça, ça fait quand même mal. Alors ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une douleur comme une douleur de règle, mais très souvent ben, quand même beaucoup plus importante qu'une douleur de règle. Mais ça peut ressembler au niveau sensation. Par contre, il y a quelque chose qu'on retrouve toujours, c'est que votre utérus doit être dur en globalité. Hein, le ventre est complètement dur et l'utérus est complètement contracté, donc il est tout dur. On peut également ressentir des douleurs dans le dos. Et par contre, une douleur dans le dos, d'ailleurs il y a des femmes quand elles ont leurs règles qui ont également mal au dos. Une douleur qui va donc venir, monter, arriver à un point culminant, puis repartir. Donc une douleur dans le dos qui ne va pas être constante, mais qui va être rythmée, comme les contractions. Alors parfois, ça peut aussi ressembler à des spasmes digestifs, au moins au tout début du travail, un peu comme si on avait une gastro-entérite, mais vous allez très vite vous rendre compte que ce n'est pas ça, parce que justement, ça va prendre une certaine régularité, et puis parfois ça peut s'accompagner de d'autres petits symptômes, justement, des pertes un petit peu sanguinolentes, qui veulent dire que le col est probablement en train de s'ouvrir un petit peu. Quand vous allez avoir l'apparition de ces contractions, alors il y a dans les livres, on dit plutôt qu'elles vont commencer toutes les heures, puis se rapprocher tous les 3/4 d'heure, puis après toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, toutes les 10 minutes, pour arriver à toutes les 5 minutes. On sait très bien qu'en réalité, en fonction des patientes, ça va être différent. Il y a des femmes qui vont commencer par en avoir une, elles vont se dire « Ah tiens, c'est bizarre, j'ai jamais eu ça, ça fait un peu mal ». Et puis une demi-heure après, elles vont en avoir une deuxième, puis ça va se régulariser, ça va se rapprocher. Et puis il va y avoir d'autres futures mamans qui, elles, vont avoir d'emblée des contractions toutes les 2-3 minutes, très intenses, donc passeront encore moins à côté. En règle générale, on dit que pour un premier bébé, il faut attendre 2 heures de contraction toutes les 5 minutes à la maison. Alors bien sûr, en fonction de votre degré de stress ou d'angoisse, eh bien, vous allez venir à des moments différents. Les femmes qui sont plutôt sereines et plutôt détendues attendront peut-être un petit peu plus longtemps à la maison parce qu'elles les géreront peut-être mieux. Et puis les patientes qui sont peut-être plus anxieuses, qui vont avoir besoin d'être entourées par l'équipe, auront peut-être besoin de venir plus tôt. Donc on donne un ordre d'idée de 2 heures de contraction toutes les 5 minutes à la maison. Mais maintenant, bien sûr, en fonction de la tolérance que vous allez avoir à vos contractions, vous viendrez avant. Hein, je vous le redis, on ne vient jamais pour rien. Et à chaque consultation, on vérifie que le bébé va bien. Donc, vous pouvez bien sûr venir. Alors, parfois, vous avez des contractions régulières depuis 2 heures. Vous allez venir à la maternité. Et puis, la sage-femme va vous examiner. Et puis, elle va vous dire, bah oui, en effet, votre col est ouvert à 3 cm. Et puis, on va vous garder à la maternité. Donc là, vous allez vous dire, là c'est plutôt royal pour vous. Parfois, vous allez venir à la maternité, vous avez des contractions depuis 2 heures, ça vous fait très mal, et puis la sage-femme va vous examiner, puis elle va vous dire, votre col est encore long, et puis il est ouvert qu'à un doigt, il va falloir rentrer à la maison. Alors ça, bien sûr, quand on est patiente, on le prend beaucoup moins bien, parce qu'on est persuadé d'avoir des contractions qui nous font déjà très mal, et puis qu'on ose nous renvoyer à la maison, on ne prend pas toujours très bien. Alors bien sûr, on va vous donner des petites combines. Souvent, quand on ne sait pas si on doit venir à la maternité, si on n'a pas perdu les os, bien sûr, on peut prendre un bain bien chaud, la température qui vous convient. Et si c'est vraiment le travail, en règle générale, après ce bain, les contractions vont être plus intenses, plus rapprochées. Et là, vous vous direz que vous pouvez venir à la maternité. Et parfois, après le bain, quand c'était pas tout à fait encore les contractions de travail, les contractions vont diminuer, vont être moins intenses,
Et puis vous allez pouvoir ou vous recoucher si c'est le soir, ou vous reposer un petit peu ou quelques heures. Et puis les contractions reprendront pour que vous reveniez à la maternité. Alors c'est pas toujours agréable qu'on nous dise ça, on n'est pas toujours contente. Mais parfois quand vous revenez, vous vous rendez bien compte que les contractions ne sont plus les mêmes. Et là vous dites oui non, là maintenant je dois être vraiment au travail. Alors ces contractions, elles vont agir sur votre col. Le col qui en temps normal fait 4 cm et demi, alors il y a des variantes anatomiques, parfois il fait 4, parfois il fait 5, va d'abord réduire de longueur votre col, quand il est d'abord long, puis mi-long, puis court, puis épais, quand il est épais comme mon doigt, pour être effacé. Quand il est effacé, il est fin comme du papier à cigarette. Et quand on met nos doigts pour évaluer la longueur et l'ouverture de votre col, eh bien on va avoir l'impression de tomber ou directement sur la tête de votre bébé ou directement sur la poche des os. Donc c'est que le col est tout fin et effacé. Et puis dans les livres on dit qu'après il va s'ouvrir. Donc un doigt pour 1 cm, 2 doigts pour 2 cm. Et le col, pour qu'on accouche par voie basse, doit aller de 0 jusqu'à 10. Et ce travail de 0 jusqu'à 10 va mettre une douzaine d'heures environ pour un premier bébé. Alors bien sûr, certaines mamans nous disent qu'elles ont mis que 4 heures alors que c'était le premier, puis d'autres nous diront moi j'ai mis plutôt 15 heures ou 17 heures et pas 12 heures. Alors bien sûr c'est variable en fonction des mamans et variable aussi d'une femme à l'autre. Alors, je ne vous ai pas parlé aussi du bouchon muqueux, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. À l'intérieur du col de l'utérus, on a des petites glandes qui fabriquent un mucus, une petite glaire qui obstrue bien le col, pour doublement protéger votre bébé en plus de la poche des os. Eh bien, il se peut que vous le perdiez. Les mamans nous disent parfois, j'ai perdu le bouchon muqueux. Donc ça ressemble, alors c'est jamais très appétissant. Ça ressemble à du blanc d'œuf avec à l'intérieur il peut y avoir un petit peu de sang, des petites pertes un peu brunâtres. Alors où on le perd en petite quantité en petits filets, donc vous allez les faire pipi, vous allez vous essuyer, puis là vous allez voir que vous avez des petites pertes glaireuses sur le papier toilette, ou parfois vous allez le retrouver dans votre culotte. Alors c'est jamais appétissant, ça j'admets. Et puis parfois, vous allez le perdre en plus grosse quantité, comme l'équivalent d'un bouchon que vous allez retrouver dans votre culotte. Alors si le bébé bouge bien, si vous n'avez pas perdu d'eau avec, si vous n'avez pas de contraction, vous n'êtes pas obligé de venir consulter à la maternité parce que ça ne veut pas dire que le travail va arriver et c'est pas grave du tout, d'autant plus que vous pouvez en perdre un petit peu, vous allez en reperdre 2 jours après, 1 semaine après, parce que les glandes vont continuer à en fabriquer. Et donc, ça va retomber quelques jours ou quelques semaines plus tard. Donc, je vous ai parlé un petit peu des principaux motifs de consultation pour venir à la maternité. Alors, bien sûr, si vous ne vous sentez pas comme d'habitude, si vous avez l'impression d'avoir gonflé du visage, des mains, des jambes, et que vous ne vous sentez, ou même si vous ne vous sentez pas bien sûr, vous venez consulter. J'insiste sur le fait que vous devez vous faire confiance, que c'est vous qui portez votre bébé et que ce que vous ressentez, c'est très important. C'est vous qui êtes à même de savoir, de penser si c'est normal ou pas. Et que si vous avez un quelconque doute, vous pouvez téléphoner à la maternité. Et si vous êtes angoissé, vous venez pour faire une consultation. Comme ça, on vérifiera que vous et votre bébé, vous allez bien. C'est vraiment très important, quel que soit votre terme. Donc pour la gestion des contractions, alors je pense que certaines d'entre vous doivent désirer la péridurale, d'autres ne la veulent peut-être pas. Mais de toute façon, vous aurez toujours plusieurs heures de contractions à gérer sans péridurale, parce que la péridurale ne sera pas posée avant 3 cm. Je vous en reparlerai sur la prochaine vidéo. Donc vous aurez au moins des contractions à gérer à la maison et éventuellement à la maternité, au moins en début de travail. Et nous apprendrons aussi, je vous montrerai sur la prochaine vidéo, une respiration pour gérer les contractions. Donc nous avons sous la main pour aider
diminuer la douleur de la contraction, la péridurale, cette fameuse respiration. Et éventuellement aussi, vous avez peut-être entendu parler du protoxyde d'azote ou gaz hilarant, qui est un gaz qu'on peut faire respirer aussi pendant les contractions, qui est sans danger pour vous et votre bébé, qui ne vous endort pas et qui peut permettre de soulager une maman qui ne peut pas avoir péridurale parce que l'accouchement se fait trop vite ou parce qu'elle a des contre-indications ou parce qu'elle ne veut pas la péridurale. Ça peut nous aider à faire passer des petits caps et à l'aider à tolérer sa douleur. Pour le moment, je vais essayer de... Alors, on ne va pas parler de la respiration des contractions tout de suite, mais je vais vous parler de la respiration abdominale. Et celle-ci, vous pouvez éventuellement vous entraîner un petit peu à la maison. C'est une respiration qui aide à la détente et au relâchement. Et qui peut permettre éventuellement, quand vous vous réveillez la nuit, d'essayer de vous rendormir et qui nous sera utile et pour gérer les contractions et qui nous sera également utile pour la façon de pousser que je vous montrerai également dans une autre vidéo. Donc pour la respiration abdominale, je vais essayer de vous expliquer comment on fait. Et puis Lucie, qui est aussi étudiante sage-femme, va m'aider pour essayer de vous expliquer cette respiration abdominale. Souvent, quand on ne réfléchit pas tous les jours, on respire surtout avec le haut de notre corps, souvent donc juste avec notre thorax. On ne respire pas avec notre ventre, alors que si vous regardez quelqu'un qui dort, ou si vous regardez un bébé a une respiration, lui, il soulève tout, le ventre et son thorax pour respirer. Donc pour essayer de vous expliquer cette respiration abdominale, je vais mettre ma main sur le ventre de Lucie. Et dans un premier temps, vous allez souffler. Et quand vous allez souffler, donc expirer, vous allez essayer d'amener votre ombilic vers votre colonne vertébrale. Alors bien sûr, vous qui attendez un bébé, vous ne le faites pas aussi fort que Lucie. Et du coup, quand vous allez avoir besoin de reprendre votre respiration, vous allez laisser votre ventre se gonfler. Donc là, vous le voyez beaucoup sur Lucie parce qu'elle n'attend pas un bébé, mais vous, on le verra moins. Mais si vous demandez à votre mari de mettre la main sur votre ventre, eh bien, on va voir quand même un petit mouvement de la main qui va vers la colonne vertébrale. Alors bien sûr, vous ne forcez pas, c'est hyper important, mais la première fois vous soufflez, vous essayez de rentrer votre ventre, et puis quand vous allez avoir compris, en fait ça va se faire tout seul. Donc je prends de l'air avec le nez, et voilà, et quand je souffle, la main recule, et je reprends de l'air, voilà, et ma main retourne. Voilà. Cette respiration, elle peut être utilisée justement, en général, ça amène beaucoup de détente. Alors souvent, en plus, ça stimule un peu le bébé et souvent, il se met à beaucoup bouger. Mais par contre, ça peut aussi vous amener beaucoup de détente. À partir de cette respiration-là, vous la faites normalement, on inspire et on expire par le nez. Quand vous aurez des contractions, je vous montrerai sur la prochaine vidéo comment on respire pendant les contractions. C'est une respiration qui est beaucoup plus ample et je vous montrerai comment on fait, pareil, avec Lucie qui vous fera la respiration assise sur un ballon. Alors voici la fin de la première séance et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo et le sujet que l'on traitera sera le travail, avec le suivi du travail, la respiration pendant les contractions. On parlera également de péridurale, de tout ce qui peut se passer pendant le travail et également de la césarienne qui probablement vous plaira un petit peu moins, mais c'est très important que vous sachiez également comment ça se passe. À très bientôt. Au revoir.